Et cabo, bel bonjour tout le monde, Jambo, vous êtes sur la chaîne d'Adeinka, langue et civilisation. Alors je suis très contente d'être là, ici aujourd'hui avec vous, avec Happy, notre Pogona Henrilosoni, la mascotte de la chaîne. Donc je suis Audrey mais surtout Adeinka, et aujourd'hui nous allons parler d'une vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet vraiment important, le sujet de l'émancipation des langues africaines face à l'omniprésence des langues coloniales en Afrique. Nous allons parler de l'unité du peuple africain. Parce que nous sommes avant tout sur une chaîne qui aborde les thèmes des langues et des civilisations, je voulais apporter un petit point de précision sur le terme créole. Pourquoi le terme créole n'est pas un terme approprié et pourquoi il faut éviter de l'utiliser. Et pourquoi il faut tendre à utiliser d'autres mots qui vont plus nous mettre en valeur et qui seront plus exacts. Donc le mot créole désignait avant les personnes blanches qui ont grandi, qui sont nées dans les anciennes colonies. Donc ce terme-là ne nous représente pas forcément et il désignait après par la suite les personnes qui étaient sur les colonies et aussi bien les humains que les biens meubles en fait. Et en fait, en vrai, ce terme a plutôt une connotation péjorative en vrai car elle ne met pas en valeur. Elle ne met pas en valeur l'identité même de la langue. Donc, je tends progressivement à remplacer le terme créole par le terme, par exemple, langue martinique, donc la langue de la Martinique, quand je parle en martiniquais, ou langue Guadeloupe, quand je parle du coup en guadeloupéen. On peut dire aussi matiniché, ça se dit aussi pour le martiniquais. Et voilà, donc parce que en fait il y a beaucoup de termes comme cela qui ne sont pas appropriés. J'en viens justement au thème de cette vidéo. Pourquoi il est important de parler dans nos langues africaines, dans nos langues issues de la diaspora, car nous allons parler par rapport à notre paradigme. Donc en fait, tous les mots que nous allons dire vont être plus mélioratifs, ne vont pas être péjoratifs quant à notre population et vont être plus exacts. Nous allons voir la notion de paradigme plus tard. Donc sans plus tarder, nous allons passer au sujet de la vidéo. Le seul fait que je m'exprime avec vous aujourd'hui en français prouve l'exactitude de ce que je vais démontrer aujourd'hui, c'est-à-dire l'omniprésence des langues coloniales en Afrique et aussi dans les terres des diasporas. Quand on utilise une langue, on utilise par ricochet la culture, les codes culturels, le paradigme, les expressions et tout un ensemble de choses. On est vraiment dans l'identité culturelle du pays. Et le fait même qu'en Afrique, nous retrouvons l'omniprésence des langues coloniales, telles que le français, l'anglais, le portugais et même un peu d'espagnol, montre que nous sommes vers une domination culturelle, un impérialisme linguistique. Et je lutte contre l'aliénation linguistique. Donc je vais vous mettre en image les termes et vous verrez. Nous allons maintenant regarder une carte de l'Afrique montrant toutes les langues européennes qui sont présentes en tant que langue officielle dans les pays de l'Afrique. Donc nous avons sur la carte plusieurs zones. Il y a des zones des zones anglophones. Par exemple, il y a 21 pays francophones en Afrique.
ce qui en fait la zone au monde où il y a, à part la France évidemment, où il y a le plus de francophones. Je suis partie d'un constat. Le constat est quelque peu alarmant. Lorsqu'on interroge des personnes dans la rue et qu'on leur demande « Est-ce que vous parlez votre langue d'origine ?», la plupart nous disent qu'ils parlent surtout la langue dans le pays dans lequel ils vivent ou la langue officielle du pays d'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent par exemple le français ou l'anglais et leur langue maternelle d'origine, par exemple le Peul, le Bambara, le Soninké, le Yoruba, le Lingala, le Swahili, ils le parlent peut-être moins ou ils ont l'occasion de moins la pratiquer. Ou ils n'ont pas eu accès à des institutions où ils pouvaient l'apprendre plus en profondeur. L'écrit, ils n'ont pas eu l'occasion de vraiment explorer la langue en profondeur. Parce qu'il y a des pressions, il y a la pression économique. On nous dit d'apprendre une langue pour un but économique, on nous dit d'apprendre une langue parce que la langue est beaucoup parlée, pour voyager, pour plein de choses. Sauf qu'on a tendance à oublier quelque chose. C'est que la langue fait partie de nous. La langue aussi délimite les peuples. Parce que chaque peuple se fonde sur une langue. Je m'explique. Quand on demande à quelqu'un de quelle origine il va vous dire un pays d'Afrique. Qu'il est béninois, qu'il est togolais, qu'il est nigérian, qu'il est sénégalais, qu'il est camerounais, par exemple. Mais en fait, ces noms-là, ce sont des frontières qui ont été tracées par les Européens. Et en fait, les ethnies africaines sont caractérisées par des langues. Prenons l'exemple de l'ethnie Yoruba. Les Yoruba, ils sont présents dans plusieurs parties de l'Afrique. Ils sont présents dans le royaume d'Oyo. Ils sont présents par exemple au Nigeria, dans une certaine partie, un peu au Bénin, un peu au Togo. Donc quelqu'un qui va vous dire qu'il est Yoruba, il sera soit peut-être localisé au Nigeria, soit peut-être localisé au Bénin ou au Togo. Après, il y a des Yoruba aussi dans d'autres pays. Il y en a un petit peu au Ghana, même des fois un petit peu en Côte d'Ivoire. Mais voilà, c'est pour vous expliquer. Comme par exemple l'ethnie Peul. Les Peuls sont des peuples nomades. Donc quelqu'un va vous dire qu'il est Peul, mais en fait, il peut venir de plusieurs endroits en Afrique. Il peut avoir différentes localités. Donc ce qui définit un peuple, c'est aussi sa langue. Car dans la langue, il y a tout. Dans la langue, il y a notre identité culturelle, il y a notre essence. Dedans, il y a tout qui est encodé. Et le problème, c'est que nous allons arriver à une aliénation linguistique et une aliénation totale. Car si on ne connaît pas notre langue maternelle, on ne connaît pas vraiment notre réelle identité. Car lorsque nous parlons une langue, nous utilisons le paradigme de la langue. Je m'explique. Plusieurs personnes peuvent associer la langue à l'identité de la personne. Prenons un exemple. Je suis dans une fête, je suis avec des amis, nous sommes avec de la musique, il y a quelqu'un qui ne me connaît pas qui arrive. Il voit mon apparence, il voit que j'ai la peau noire. Donc, il va me regarder, il va me demander de quelle origine je suis. Malgré que je parle le français. Car, justement, là, déjà, mon apparence physique envoie des codes. Donc, me renvoie, par exemple, au continent africain. Donc, je vais lui dire que je suis martiniquaise. Et même si je veux aller plus loin, je pourrais même lui dire que avant d'être martiniquaise, avant que mes ancêtres ont été déportés en Martinique, ils venaient principalement, initialement, de l'ethnie Yoruba. Donc la personne va me dire « Oui, très bien, donc du coup tu es martiniquaise et du coup tu es aussi d'origine Yoruba ». Je vais lui dire « Oui ». Et en fait, l'une des premières questions qu'il va me parler, il va me dire « Est-ce que tu parles la langue ?» Bien sûr, je parle le martiniquais et là je suis dans un processus d'apprentissage de Yoruba, mais prenons l'exemple où si je lui disais non, je ne parle pas la langue.
tout de suite, dans sa tête, il va s'imaginer, il va me couper de mes liens, il va m'enlever de mon identité noire, il va m'assimiler à une pure française. Il va me dire, ah bah tu parles pas la langue, donc tu as grandi sur Paris, donc en fait au final tu es française. Voilà, c'est ce qui différencie un peuple. Par exemple, prenons le cas aussi de la France. Nous allons en France. Comment on sait qu'on est arrivé dans un autre, chez un autre peuple? Car l'autre peuple parle une autre langue. Comment savons-nous que nous sommes arrivés en terre bretonne? Car ils ont leur langue régionale, ils ont le breton. Et c'est pour ça qu'il faut militer pour la sauvegarde des langues, car c'est la culture, car c'est notre ADN. Car si nous prenons une personne qui ne parle ni la langue, qui ne connaît pas l'école culturelle, pas les us et coutumes, qui ne connaît pas la cuisine, pas la littérature, pas l'histoire du pays, mais qui a juste l'origine en elle, cette personne est aliénée, cette personne est étrangère à elle-même, elle est étrangère à sa langue, elle est étrangère à sa culture, elle est étrangère à elle-même. Donc, il faut lutter pour sauvegarder tout ça. Et nous regardons aussi l'exemple des autres pays. Aucun peuple n'a grandi sous une autre identité culturelle. Je m'explique, aucun peuple n'a grandi avec la langue d'un autre peuple. Les peuples souverains actuellement, les peuples qui grandissent de façon économique et qui ont vraiment un poids dans le monde, sont les peuples qui ont gardé leur identité culturelle. Et il est bien plus facile de préserver son peuple quand tous les codes culturels, quand toute la culture est préservée, que lorsque d'autres pays ont progressivement installé leur culture, installé leur code. Par exemple, il est courant de voir des personnes qui sont expatriées en Afrique depuis beaucoup d'années et qui en fait, quand ils habitent dans le pays, ils parlent soit le français ou l'anglais par exemple. Ils ne parlent pas la langue du pays, car en fait, on peut vivre en Afrique sans parler une langue africaine. Ce qui fait que la personne ne va pas vraiment beaucoup s'imprégner complètement de la culture et va aussi, avec la langue, imprégner ses codes. Je m'explique. La langue française a un paradigme qui est différent du paradigme africain. Par exemple, la couleur noire est souvent connotée mauvaise. Humeur noire, travail noir, colère noire, voilà, plein de choses comme ça. Alors que dans les cultures africaines et aussi dans certaines cultures asiatiques, le noir est associé au divin. Par exemple, en Égypte antique, plus la peau était foncée, plus on se rapprochait du divin. Par exemple aussi dans l'hindouisme, plus la peau était foncée, plus elle se rapprochait du divin. C'est pour ça que vous pouvez retrouver des divinités avec la peau noire, voire bleue. Et aussi même la couleur du deuil. La couleur du deuil en Afrique et aussi en Asie, c'est le blanc. Ce n'est pas le noir. Alors que en fait, dans les sociétés occidentales, la couleur du deuil, c'est le noir. Alors que le noir, c'est une couleur qui rapporte à la sagesse. D'ailleurs, par exemple, vous pouvez voir les avocats, toutes les personnes qui représentent des institutions, souvent, ils ont des habits noirs. D'ailleurs, en parlant de toutes ces anecdotes, je vous renvoie vers la page Instagram de ma petite sœur. Donc, je vais vous mettre en barre d'infos son lien Instagram. Donc, c'est Stéphanie, mais surtout taillée. Donc, vous allez voir sa page Instagram et il y a vraiment des choses importantes sur la culture noire et des choses importantes que le peuple noir a besoin de savoir. D'ailleurs, il est bon de se rappeler que l'Afrique était, et toujours d'ailleurs en vrai, est un continent qui était constitué de royaumes. Donc je vais vous mettre aussi en illustration
quelques-uns des royaumes, quelques royaumes. Et donc elle se délimitait en royaumes. Et le fait même déjà que les Européens ont tracé des frontières, on se retrouve à plusieurs séparations. Il y a des ethnies qui se sont retrouvées séparées. C'est pour ça que, comme je vous ai expliqué antérieurement, il y a des ethnies qui se retrouvent sur plusieurs pays. Et en fait, la langue était vraiment le point essentiel de l'ethnie parce que c'est aussi un moyen de se reconnaître. Un peuple qui parle la même langue, des personnes qui parlent la même langue sont des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Ce sont des personnes qui sont généralement issues du même peuple. Donc en fait, il faut faire attention dans la langue dans laquelle on choisit de parler, car en fait, on adopte le paradigme aussi de la langue. Et je suis aussi partie d'un constat. Lorsque je me rendais dans une enseigne pour acheter des livres pour les langues, je me suis rendu compte que nous ne sommes vraiment pas présents. Nous n'avons pas, l'Afrique n'a pas de présence en termes de rayonnement linguistique, elle n'a pas beaucoup de présence. Nous ne sommes pas présents. Lorsque je me suis rendue dans cette enseigne pour acheter des livres, j'ai regardé les rayons pour chercher les langues. Et je me retrouve face à un rayon avec des langues africaines carrément inexistantes. Il n'y avait qu'un seul livre. D'ailleurs, je l'ai acheté. Il n'y avait qu'un seul livre. C'était le livre de Swahili, le livre d'Asmik. Il n'y avait qu'une seule langue. Et encore, je me souviens, il y a quelques mois auparavant, il y avait aussi un peu de Lingala et peut-être même le Wolof. Deux autres livres. Mais sinon, il n'y avait aucun autre bouquin de langues africaines. Mais quand je vous dis un seul, il n'y en avait pas plusieurs en stock. Il y en avait un seul. Et je vais vous le mettre en illustration. Et en termes de langue des Outre-mer, il y avait un tout petit rayon de livres pour les langues antillaises. Donc le rayon était vraiment minuscule. Et c'est là qu'on montre que si quelqu'un est intéressé pour apprendre les langues étrangères, il ne va pas directement se diriger vers les langues africaines, car tout est fait pour lui montrer qu'en fait, nous ne sommes pas présents et que nous pouvons nous passer de ces langues-là pour utiliser les langues coloniales qui sont omniprésentes en Afrique. Chose, erreur qu'il ne faut pas faire. Notre culture, il faut la préserver. Et quand on fait la comparaison avec les années précédentes, les décennies précédentes, quand on analyse les images que je vous ai mises, nous voyons que des langues sont apparues sur les étagères. C'est-à-dire, les images que je vous ai montrées, il y a tout un étal où il y a les langues phares, les meilleures ventes en fait. Et dans les meilleures ventes, il y a les langues telles que le japonais et le coréen. Il y a quelques décennies, c'était des langues qui n'étaient pas vraiment présentes, aussi visibles que maintenant. Je m'explique. Maintenant, vous pouvez faire une section internationale coréen, vous pouvez avoir du japonais en option à l'école. Enfin, c'est plus présent, il y a beaucoup plus d'écoles pour apprendre ces langues-là. Alors qu'avant, c'était moins présent. Parce que, en fait, les gens se sont rendus compte du poids économique et du poids de ces langues. Et en fait, ces pays-là ont vraiment fait un travail pour diffuser leur culture. Parce qu'ils ont compris que diffuser leur culture, c'était aussi grandir et avoir et que le monde ait un œil sur le pays. Je m'explique. Est-ce que vous vous rappelez de la période Tokyo Hotel ? La période Tokyo Hotel, c'était un groupe de musique allemande, et donc la langue allemande s'est répandue comme un raz-de-marée dans les écoles. Tout le monde se jetait pour prendre option allemand. Car en fait, pour rayonner, il y a divers canaux pour faire connaître la langue. Il y a la musique,
le cinéma, les séries et plein d'autres choses encore. En fait, nous voyons que la vague K-pop, donc la pop coréenne, a beaucoup contribué à l'expansion de la langue coréenne en France. Est-ce que nous devons nous inspirer de cela? En fait, cela a déjà été fait. Le Nigeria, la Tanzanie, le Congo, la Côte d'Ivoire sont des pays qui rayonnent au niveau musical. Je vais vous mettre en illustration les statistiques de YouTube 2020. Donc YouTube 2020, nous voyons que en termes de pays africains, le Nigeria, la Tanzanie, la République démocratique du Congo sont les pays qui sont le plus mis en valeur. Vous avez des artistes comme Diamond Platnumz qui est super connu, vous avez des artistes comme Davido, comme Burna Boy. Ce sont des artistes qui ont contribué à l'expansion de leur langue en fait. Alors lorsque nous analysons les langues les plus puissantes au monde, je vais vous mettre l'illustration, nous voyons qu'il y a l'anglais en première position, le mandarin en deuxième position et le français en troisième position. Donc voilà, nous sommes face à 3 géants. Nous avons aussi l'espagnol qui est en quatrième position. Donc nous voyons vraiment le poids de ces langues. Et ces langues ont réussi vraiment à s'étendre sur un maximum de continents, un maximum de pays. Et donc, nous sommes face à une domination culturelle. Car qu'on le veuille ou non, quand on apprend une langue, il y a aussi la culture. Et nous avons après des tics de langage. Nous avons de l'anglicisme, par exemple. Nous avons des termes que nous utilisons en France, par exemple, le mot week-end, fin de semaine. Qui dit fin de semaine? On dit souvent je suis en week-end, tout simplement. C'est des choses comme ça qui commencent à rentrer dans la langue. Comme le cas des langues antillaises, progressivement, il y a du français qui rentre dans le lexique. Après, je voulais aussi parler de la richesse que nous avons en Afrique. Il y a plus de 2000 langues, mais 2000, ce n'est même pas le vrai chiffre. En vrai, il y a beaucoup plus de 2000 langues. C'est parce que le recensement n'a pas encore été fait correctement tellement il y a de langues. Être une classification de toutes les familles de langues que nous retrouvons en Afrique. Donc il y a vraiment beaucoup de familles de langues et il y a plusieurs types de langues. La différence entre une langue nationale et une langue officielle. Une langue nationale, c'est une langue qui est majoritairement parlée par les personnes du pays. Dedans, nous trouvons l'identité culturelle, c'est la langue qui va unir la nation, c'est la langue qui est liée à l'origine du pays. Donc c'est vraiment l'essence même du pays. Et la langue officielle, c'est la langue qui est utilisée dans l'administration, c'est un caractère officiel dans les institutions, à l'écrit. Et souvent, dans le cas de l'Afrique, la langue officielle est la langue coloniale, par exemple français, anglais, portugais. Et il y a plusieurs autres des langues, il y a aussi des langues nationales. Donc ça veut dire que nous nous retrouvons avec des langues officielles, qui sont des langues coloniales, et des langues nationales, il y a plusieurs langues, donc les langues du pays. Ce qui serait bien, ce serait qu'à l'écrit, nous retrouvons plus de langues africaines. Donc vous allez me dire, mais oui c'est bien Denika d'apprendre les langues africaines, mais comment on fait pour parler entre nous si nous parlons tous des langues différentes? Il faut s'unir. J'y viens. Il faut trouver une langue qui va unir l'Afrique, c'est-à-dire dans chaque pays, nous parlons nos langues. Ça, ce n'est pas un problème. Et par exemple, dans un pays, nous parlons notre langue. Par exemple, si nous venons d'une ethnie, si on est Douala, on va parler Douala. Mais par exemple, pour unir le pays, nous pouvons adopter une langue commune que nous pouvons retrouver à la télé, à l'administration, en politique, pour discuter avec tous les autres pays, sans avoir utilisé l'anglais ou le français.
nous pouvons utiliser la langue qui est le Swahili, car le Swahili est une langue bantoue très utilisée en Afrique. Un peu plus de 107 millions de personnes parlent le Swahili en Afrique. 10 pays sont swahilophones et il y a aussi quelques autres pays qui peuvent utiliser le Swahili en Afrique. Donc c'est la langue de l'avenir, c'est la langue africaine de l'avenir. Il faut trouver un moyen pour unir notre population. Car les égos, les orgueils, tout ce que vous voulez, l'orgueil, va nous dire « Oui, mais moi, je suis de telle ethnie, je n'ai pas envie d'apprendre le Swahili. » C'est bien. Mais vous avez bien réussi à... On vous a imposé les langues coloniales et là, vous les parlez. J'en parle une actuellement, je parle le français. Ce qui fait que, à long terme, j'aimerais pouvoir faire des vidéos sur YouTube en Swahili et en Yoruba. Voilà, 2 langues africaines. Et à long terme, j'aimerais pouvoir mettre des sous-titres en Swahili pour justement que toute la population africaine comprenne. C'est un long travail, c'est un long cheminement, mais on peut y arriver. Prenons l'exemple des civilisations européennes. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont pris l'anglais. Elles ont pris l'anglais comme langue internationale. En France, nous parlons français, mais nous apprenons en LV1 l'anglais, ce qui fait que nous parlons la langue du pays et pour communiquer avec l'ensemble du monde, on va dire l'ensemble de l'Europe ou même l'Amérique, nous utilisons l'anglais. Nous pouvons faire la même chose en Afrique, c'est-à-dire nous parlons la langue de notre pays et dans le cas même par exemple d'un pays par exemple comme le Nigeria où il y a 3 grands groupes de langues qui dominent, l'Hausa, l'Igbo et le Yoruba, on pourrait utiliser par exemple le Yoruba comme langue dans l'administration. D'ailleurs en parlant de ça, le Nigeria, dans l'état de Lagos, en 2020, ils ont adopté le Yoruba en tant que langue officielle dans l'administration. Ils ont retiré l'anglais. L'état de Lagos utilise le Yoruba, donc c'est une avancée majeure. Et donc, nous pouvons par exemple utiliser une langue commune du pays, donc par exemple utiliser le Yoruba pour le Nigeria, et en LV1, ils apprennent le Swahili, et en LV2, par exemple, l'anglais pour parler avec le reste du monde. Et ils vont toujours aussi continuer à apprendre leur langue locale. Cet exemple serait vraiment bien pour rester dans le paradigme africain, car le Swahili est codé de plein de codes culturels africains. Pour faire le schéma inverse, par exemple, une personne d'origine, une personne du continent africain veut se rendre en France. Elle vient d'un pays anglophone, donc disons qu'elle ne parle pas français. Elle va venir en France, elle va apprendre le français. Donc elle va apprendre tous les codes culturels de la France. Elle va apprendre tout le paradigme européen. Donc elle va essayer de s'intégrer. Alors que à l'inverse, par exemple, une personne française, francophone, qui va aller en Afrique et qui va s'installer dans un pays francophone, il y a quand même 21 pays francophones, de ce fait, elle aura moins de problèmes pour trouver un travail et pour s'intégrer, car il y aura déjà la langue. Ça, c'est un avantage stratégique. Vous allez me dire, oui, mais Adeinka, il n'y a pas que la langue qui véhicule les codes culturels. Quand les expatriés arrivent, il faut aussi qu'ils apprennent les us et coutumes du pays dans lequel ils vont. Je suis d'accord. Mais lorsque nous sommes en Afrique, nous pouvons voir qu'il y a plusieurs cercles d'expatriés qui peuvent rester entre eux, créer leur bulle en fait d'expatriés et d'avoir un modèle complètement occidental en Afrique. Chose qu'on peut essayer de faire dans les pays européens, mais en vérité, après, avec la langue, l'usage de la langue, on se retrouve de toute façon à parler la langue européenne. Donc on a quand même un pied à chaque fois dans l'Europe. Même si on voulait rester, par exemple, communautaire, parler que sa langue, dans l'administration, on se retrouve avec le français. Ce qui n'est pas le cas avec certains pays africains,
dans l'illustration, on se retrouve avec le français. Ça veut dire que la personne qui ne veut pas s'intéresser à la culture africaine et qui veut habiter en Afrique, elle le peut aisément. Ça veut dire que nous ne sommes même plus souverains de notre ère culturelle en fait. Et quand j'ai démarré mon apprentissage du Swahili, je me suis retrouvée avec la problématique suivante. En France, il n'y a qu'une seule institution qui délivre un diplôme de langue Swahili, c'est l'INALCO. Donc c'est l'Institut des langues orientales, l'INALCO. Il n'y a qu'un seul endroit. Et pour apprendre le Swahili, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Vous avez maintenant le site Afrilang qui est sorti. Vous avez la plateforme taïwanaise où vous pouvez trouver des professeurs de Swahili. Vous avez les livres comme le livre Assimile. Mais vous n'avez pas beaucoup de ressources en fait pour apprendre le Swahili. Alors que pour les autres langues, vous avez énormément de ressources. Si vous voulez apprendre l'anglais, l'espagnol, même le chinois, maintenant il y a plusieurs institutions pour apprendre cette langue. Savez-vous que vous connaissez déjà des mots en Swahili depuis longtemps? Et oui, dans les dessins animés Le Roi Lion, il y a des mots de Swahili qui se sont dispersés dans le script. Je vous explique. Par exemple, vous connaissez tous Simba. Simba, cela signifie lion en Swahili. Vous avez aussi le cas de Rafiki. Rafiki, qui signifie ami en Swahili. Vous avez aussi la célèbre expression Hakuna Matata, qui signifie il n'y a pas de problème. Rappelez-nous même que Disney a voulu utiliser cette expression et protéger cette expression alors qu'ils n'ont pas le droit de déposer un brevet, enfin quelque chose sur cette expression, car c'est une expression d'une langue, c'est tiré du Swahili, ils ne peuvent pas le prendre. Voilà pourquoi il est important de sauvegarder sa culture. Le Swahili possède plusieurs avantages. C'est une langue très régulière, qui n'a pas de ton. Ce n'est pas une langue tonale. Elle est facile à apprendre et elle possède vraiment une régularité vraiment impressionnante. Nous pouvons l'apprendre. Il n'y a pas de problème au niveau... il n'y a pas de déclinaison. C'est une langue vraiment stratégique à diffuser, que nous pouvons diffuser en Afrique aisément. Le Swahili est une langue aussi stratégique pour le tourisme, car c'est une langue parlée en Tanzanie, en Ouganda, au Kenya et dans plein d'autres pays, à Zanzibar. Pour accroître la visibilité de nos langues, il faudrait écrire plus. Il faudrait écrire plus de livres dans nos langues d'origine. Il faudrait traduire plus d'ouvrages en Swahili. Par exemple, pour le cas de l'anglais, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont traduits en anglais pour que le maximum de personnes puissent lire cet ouvrage. Nous pouvons reproduire le même schéma en utilisant le Swahili pour que le plus grand nombre de populations africaines puissent lire des ouvrages dans une langue africaine et non dans une langue coloniale. Je vais vous mettre aussi un lien d'une personne qui a créé un clavier africain que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, car il y a certaines langues africaines qui nécessitent un clavier différent. Par exemple, moi j'utilise le clavier Yoruba. Donc le clavier Yoruba a certains caractères que l'écriture française ne possède pas. Donc du coup j'utilise le clavier Yoruba, c'est vraiment très utile. Nous avons un devoir de répandre nos langues via les différents canaux pour avoir un poids économique, un poids stratégique. Car si nous utilisons toujours les langues des autres, nous ne pouvons pas avancer comme ça. Aucun peuple n'a réussi avec les langues des autres. Moi,
Adeyinka, moi les laisser langue moi, bâtiment maïmo, moi les laisser kilti moi, bâtiment maïmo, moi les apprendre les langues ancêtres moi, moi les apprendre Yoruba, moi les apprendre en belle langue, yoka crier langue tala, Swahili. Swahili c'est en belle langue. Swahili c'est en langue pour tout le monde en Afrique. Swahili c'est en langue pour tout le monde aux Antilles. Swahili c'est en langue pour tout le monde de la diaspora. Manlé l'unité, umoja. Manlé l'unité, bah peuple moi. Pour tout le monde peut parler ensemble et puis en seule langue. Si yo réussi et puis l'anglais, nous peut faire et puis Swahili. Je lance vraiment un appel à la jeunesse noire. Je lance un appel à la jeunesse africaine, la jeunesse de la diaspora. Intéressez-vous à vos cultures. Intéressez-vous à l'histoire. Intéressez-vous aux langues. Transmettez les langues. Il y a des langues en voie d'extinction. Nous devons les sauvegarder. Nous devons créer une unité pour avancer ensemble, pour avoir une émancipation linguistique. Nous devons avoir un rayonnement linguistique. Nous devons avoir une visibilité dans le monde en termes des langues. Nous devons exister par rapport à travers nos langues. Nous devons exister à travers notre propre identité culturelle, notre propre paradigme qui est mélioratif par rapport à notre population qui utilise des termes mélioratifs et non péjoratifs. Nous devons transmettre ça à la nouvelle génération. Nous pouvons le faire. Lorsque nous voyons qu'il y a des enfants qui peuvent apprendre plusieurs langues dès le bas âge, vous pouvez transmettre beaucoup de langues à vos enfants. C'est maintenant que ça se joue. Et dans plusieurs années, progressivement, les langues africaines seront plus présentes en tant que langue officielle. Je vais citer le cas de l'Éthiopie, qui a l'amharique, qui a sa langue en langue officielle. Je voulais aussi citer le Rwanda, qui a le Kinyarwanda, qui est vraiment une très belle langue aussi, en langue officielle. Il y a quand même quelques pays d'Afrique qui possèdent des langues officielles africaines, mais la majeure partie des pays d'Afrique ont au moins une langue européenne en langue officielle, et des fois ils ont deux langues couplées. Ils peuvent avoir une langue africaine en langue officielle et aussi une autre langue européenne en langue officielle. Et l'inverse n'existe pas. De par l'histoire, vous ne trouvez pas des pays d'Europe avec une langue officielle africaine. Nous sommes un continent qui présente une forte domination linguistique. Il faut vraiment cesser ça. Car en fait, lorsque nous utilisons les autres langues, en fait, inconsciemment, nous donnons une image de nous que nos langues ne sont pas... que c'est pas possible en fait, que c'est pas possible de s'exprimer dans nos langues, qu'elles sont pas utiles, qu'on ne peut pas faire de la littérature avec. Or, c'est faux. Nous pouvons faire plein de choses avec nos langues, il faut juste les utiliser. Donc, il faut commencer maintenant. Donc, là, je suis dans l'apprentissage du Swahili, du Yoruba, et j'essaie de pratiquer la langue martiniquaise plus souvent pour avoir une certaine fluidité, un certain naturel en fait. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes tellement habitués à parler les langues coloniales que ça en devient même difficile pour nous de penser dans notre langue d'origine. Tout ça, ce sont des mécanismes à mettre en place. Il faudrait aussi créer plus d'écoles de langue, plus d'associations culturelles pour apprendre la langue, plus de bandes dessinées dans nos langues, plus de dessins animés dans nos langues.
Il faudrait créer aussi plus d'écoles, de petites écoles pour les enfants, pour qu'ils puissent suivre un cursus en plus de leur cursus standard, pour qu'ils puissent apprendre leur langue. Nous devons avoir une plus grande visibilité, chanter plus de chansons dans nos langues, avoir des séries, un peu plus de séries dans nos langues, avec peut-être un sous-titrage en swahili. Je pense que chaque peuple noir doit apprendre les médounétaires, communément appelés l'égyptien hiéroglyphique. Nous devons apprendre les médounétaires car ce sont la base des langues africaines. Par parallélisme, nous pouvons parler du latin qui est utilisé voilà, comme base pour comprendre certains mécanismes linguistiques. Nous pouvons prendre les médounétaires. Donc nous pouvons avoir à l'école les médounétaires enseignés pour comprendre la racine de plusieurs langues qui se rejoignent. Nous pouvons avoir en langue vivante étrangère 1, le swahili, en langue étrangère vivante 2, l'anglais ou inversement. Et nous pouvons aussi en parallèle apprendre notre langue d'origine. Donc j'invite vraiment les personnes qui écoutent cette vidéo à penser à cela. D'ailleurs, je vais vous mettre en lien dans cette vidéo un reportage, un micro-trottoir qui parle, qui questionne les personnes sur la pratique de leur langue, s'ils parlent leur langue d'origine, s'ils parlent des langues africaines. Vous allez voir aussi une vidéo qui parle de l'avenir du swahili. Donc j'ai été très contente de faire cette vidéo. C'était vraiment très important pour moi d'expliquer mon combat, d'expliquer le cœur même de cette chaîne, c'est-à-dire la promotion des langues africaines, la promotion des langues de la diaspora, la sauvegarde de notre culture et l'émancipation linguistique pour avoir vraiment cette autonomie et redorer les lettres de noblesse de nos langues. Parce qu'il y a plusieurs formes d'émancipation. Il y a l'émancipation linguistique, et là nous voyons que l'Afrique est sous domination et sous l'emprise des langues coloniales, donc les langues européennes sont beaucoup présentes en Afrique. Il y a l'émancipation économique, nous voyons qu'avec le franc CFA, il y a une pression. L'émancipation spirituelle, nous voyons qu'il y a l'omniprésence des religions importées, donc les religions abrahamiques, et peu de personnes pratiquent les spiritualités ancestrales. Et le but de cette chaîne, c'est de fédérer, émanciper le peuple noir et d'arriver à une unité, d'unir ce peuple, du coup par la langue, et d'acquérir l'émancipation linguistique qui va nous permettre de récupérer notre paradigme, de penser par rapport à notre paradigme et de rétablir la souveraineté de nos langues. Je rappelle aussi que le swahili est la langue de travail de l'Union africaine. Donc j'aimerais pouvoir dire un jour « Twende cinema, kona filamu ya Kiswahili zuri sana ». Donc ce serait bien en fait, parce que ça voudrait dire que il y a beaucoup de médias en swahili, qu'il y a une omniprésence de la langue swahili qui va unir le peuple africain. Et mon mot préféré en swahili, c'est umoja. Ça veut dire unité. Et c'est vraiment l'unité que je veux en fait pour le peuple noir. C'est vraiment l'unité que je veux pour l'Afrique. Et aussi d'arrêter toutes ces guerres en fait entre les îles, les îles des Antilles, parce que nous sommes vraiment tous un même peuple. Nous sommes un.